Nous allons accueillir Vincent Geloso. Bonjour Vincent, qui est, Bonjour. lui, il a un océan derrière lui. Ah, là, il a une bibliothèque. Lui, il n'a pas des guitares, il a une bibliothèque. Et il est de l'autre côté de l'océan, de l'autre côté de l'océan Atlantique. Il nous vient du Canada, évidemment. Et on est très heureux de vous avoir aujourd'hui, Vincent. On avait échangé, vous et moi, il y a de nombreuses années sur l'Afrique, la liberté économique, etc. Et depuis, vous avez fait votre chemin en tant que chercheur tout à fait sérieux et d'une productivité assez extraordinaire. Et vous avez fait votre thèse à la London School of Economics, je crois. Et Absolument. vous êtes spécialisé dans l'histoire économique. Et il se trouve que vous êtes spécialisé, vous avez quelques articles, notamment sur l'histoire des pandémies, et ce qui est tout à fait notre sujet aujourd'hui. Et vous avez travaillé sur différentes pandémies, on va en discuter. Euh, que question bête, hein, question toute simple, que nous enseigne l'histoire économique à propos de l'impact économique des pandémies? Je vous dirais que la meilleure manière de commencer la réponse à cette question, c'est de voir qu'une pandémie, c'est comme n'importe quel choc économique qui se produit, donc une sorte de choc qu'on ne peut pas prévoir, que les gouvernements ne peuvent pas du tout s'attendre, et dans lesquels on s'attend à ce que les individus doivent expérimenter avec plusieurs manières de s'ajuster aux changements dans leur environnement. Et donc, à partir de cette affirmation-là, on peut évaluer à toute fin pratique comment les gens s'ajustent et à quelle vitesse ils s'ajustent face à une pandémie. Et ce qu'on réalise, c'est que dans les économies les plus libres, les gens s'ajustent beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement, de telle sorte que les contractions économiques qui proviennent et qui surviennent en raison d'un tel choc sont beaucoup moins prononcées dans des économies qui ont énormément de liberté économique, qui laissent beaucoup de place au marché, qui imposent peu de barrières sur l'activité entrepreneuriale, qui protègent adéquatement les droits de propriété privée. Dans ces économies, l'ajustement au choc que constitue une pandémie est beaucoup plus rapide. Alors là, on a l'impression que vous allez à contresens de ce que beaucoup de gens en France croient, et dans d'autres pays, c'est qu'il vaut mieux un État fort, qui centralise tout. Non? Non, Pour gérer la absolument pas. pandémie. Parce qu'il faut réaliser que le grand problème d'un événement comme une pandémie, c'est la quantité d'incertitude qui est imbriquée à l'intérieur du choc que la pandémie constitue. De telle sorte qu'on sait très peu d'informations, qu'on doit découvrir énormément d'informations. Et étant moi-même un libéral et donc très influencé par Hayek, je réalise que le marché est un mécanisme de découverte, est un processus de découverte d'informations. Et c'est beaucoup mieux quand on laisse plusieurs individus, des firmes, des familles, des organisations communautaires, tenter de découvrir de l'information et aussi ensuite, lorsqu'ils agissent sur la base des informations découvertes, créer des boucles de rétroaction qui informent d'autres individus, d'autres acteurs économiques. Plus l'État intervient dans le processus économique d'ajustement à une pandémie, plus il alourdit la capacité des gens de collecter de l'information, mais aussi centralise les décisions de telle sorte que s'il y a une erreur qui est commise, parce que c'est possible qu'un gouvernement, par pur hasard, découvre la bonne solution. Le problème, c'est qu'on met tous nos œufs dans le même panier, et s'il y a échec, l'échec est d'autant plus retentissant que celui qui provient des efforts décentralisés de plusieurs personnes. Alors, une pandémie, quand on regarde l'ajustement qui doit provenir, c'est beaucoup mieux de laisser le plus d'espace possible aux individus. Et mon meilleur exemple, c'est un article que j'ai publié avec une de mes collègues, Jamie Bologna-Pavlik, et on a écrit ensemble un article sur la pandémie de 1918, dans lequel on a estimé économétriquement l'effet de mitigation que la liberté économique avait sur le choc économique qui était posé par la pandémie. Donc, la pandémie, un décès additionnel relativement à la population avait causé une très, très profonde contraction du PIB per capita
Mais un point additionnel de libertés économiques éliminait environ 15 de l'effet d'un décès additionnel de plus, de telle sorte qu'il y avait là un effet de mitigation qui provenait de la liberté économique. Et cet effet-là est probablement très conservateur, le 15 que je vous mentionne, tout simplement parce qu'on présume que la liberté économique n'a pas d'effet sur la mortalité elle-même. Alors que lorsqu'on regarde présentement, il y a des signes qui suggèrent que non seulement l'effet économique est plus petit, mais l'effet démographique est aussi plus petit dans des économies plus libres. Donc, le 15 que je vous dis, c'est probablement une estimation très conservatrice de l'effet positif de la liberté économique dans l'ajustement, ce que je devrais plutôt dire, c'est l'étendue de la douleur socio-économique qu'impose une pandémie. Et puis, le fait qu'il y ait de la liberté économique, donc, j'imagine, va avoir un impact sur le niveau de développement, un impact positif sur le niveau de développement, et donc, évidemment, réduire l'impact de la pandémie elle-même. Absolument. Et non seulement ça, mais j'ajouterais qu'il faut comprendre que, techniquement, les économies libérales sont beaucoup moins avantagées dans leur capacité de combattre les pandémies. Donc, ils ont un peu une main attachée dans le dos. Et malgré tout, elles performent très bien. La raison qu'elles ont une main attachée dans le dos, c'est que des démocraties libérales avec des économies plus libéralisées, plus ouvertes, impliquent que le gouvernement doit être contraint, qu'il doit se limiter et, par exemple, par la protection via des formes constitutionnelles des droits de propriété, l'État se prohibe certaines actions, comme par exemple des actions qui seraient très, très lourdes en termes de coercition, que ce soit des quarantaines, je ne trouve pas le mot en français, présentement des lockdowns, des confinements. Pardon? Des confinements ou des couvre-feux. Des confinements, merci. Confinements. Je cherchais le mot, mais le méfait de travailler en anglais à temps plein, notre français, parfois, dans les mots techniques, disparaît. Les confinements et aussi les couvre-feux, comme par exemple dans ma province d'origine au Canada, nous avons un couvre-feu présentement. Des démocraties libérales doivent, à cause des contraintes constitutionnelles généralement, n'ont pas cette capacité d'imposer des mesures plus extrêmes que des gouvernements plus autoritaires ont accès. Mais pourtant, il y a certaines maladies, notamment les maladies infectieuses, qui répondent très, très bien à des méthodes coercitives. C'est-à-dire que si on utilise des méthodes qui imposent la coercition aux gens. J'allais vous poser la question, est-ce que finalement les systèmes politiques, pour certains types de pandémies, un système va être plus performant, au moins dans le court terme en tout cas, Absolument. que d'autres? Absolument. Les régimes non illibéraux ont probablement un avantage institutionnel justement parce qu'ils n'ont aucun moyen qui leur est bloqué, notamment des moyens qui sont que n'importe quel libéral jugerait éthiquement inacceptable. Mais l'avantage, par contre, de ne pas avoir ces institutions, que le gouvernement n'ait pas accès à des mesures extrêmes, c'est qu'il y a une protection de la propriété privée, il y a une protection des libertés individuelles, et à long terme, ce que ça génère, c'est davantage de croissance économique, davantage de développement. Ainsi, le résultat de ça, c'est que la croissance économique a un effet sur la santé des gens sur plusieurs dimensions. Donc, par exemple, parce qu'on est plus riche, on peut se permettre davantage d'investissements en capital médical, on peut s'investir davantage dans des infrastructures de traitement d'eau, on peut davantage investir dans une nutrition supérieure sur le plan individuel parce qu'on a un revenu plus aisé, on a davantage d'habilité à résister à des chocs parce qu'on a accumulé davantage d'épargne sur lesquelles on peut subsister pour le moment d'un choc temporaire. Tout cela donne aux économies libérales, malgré qu'à dans le court terme, elles sont mal outillées en termes gouvernementaux pour répondre, elles sont mieux outillées pour toujours s'améliorer face à la gestion des pandémies. Et c'est pour ça que je disais tantôt que probablement les économies libérales sont institutionnellement désavantagées et ont une main attachée dans le dos. Et pourtant, et en dépit, en fait, elles performent beaucoup mieux
justement parce qu'il y a cet effet dynamique qu'à long terme, elles sont plus riches, plus prospères, et grâce à cette prospérité, elles sont beaucoup mieux à même de gérer les chocs qu'imposent les pandémies. Donc, il y a cette résilience, cette antifragilité, dirait même Nicolas Absolument. Taleb, qui vient à la fois du fait que ce sont des économies plus riches. Comme elles sont plus libres, elles sont plus riches. Donc, on peut évidemment être en meilleure santé, etc., avoir un meilleur système de santé, etc. Mais aussi, vous avez cette flexibilité du marché, vous avez cette adaptabilité, cette plasticité, cette souplesse, notamment en matière de créativité, d'innovation en termes de solutions, qui fait que c'est tout à fait assez rapidement, elles ont un avantage face à des pandémies plutôt que ce qui se passe dans des régimes moins libres. Absolument. Qu'en est-il? Alors, on parle de liberté, etc., de flexibilité. Qu'en est-il de la mondialisation, finalement? Est-ce qu'on entend beaucoup de gens dire « Ah, le Covid, finalement, si on n'avait pas eu la mondialisation, ça aurait été moins, il y aurait eu moins d'impact. » Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que la mondialisation est vraiment coupable du Covid? Pour le dire de manière un peu bébête, mais bon, on l'entend souvent. Comme n'importe quelle absurdité qui est fréquemment répétée dans les médias, il y a toujours un once de vérité pour que ça semble crédible. Et il y a effectivement, associé à la plus grande liberté de commerce, la capacité des maladies de se transmettre plus facilement par l'échange. Le problème, c'est qu'en même temps qu'on libéralise nos échanges, qu'on s'ouvre vers le monde, on a aussi des avantages qui se matérialisent en résistance face aux pandémies. Donc, je vais donner un exemple très important. Simplement le fait qu'on s'enrichit, en s'enrichissant grâce au libre-échange, nous avons aussi la capacité d'investir davantage dans des infrastructures, dans des soins de santé, dans une nutrition supérieure, et ces éléments font contre-effet à celui d'une propagation plus facile. Mais un effet qui est probablement encore plus important que celui que je viens de mentionner, c'est le fait qu'on crée une immunité davantage. Donc, il y a une littérature qui souligne que juste par le fait que nous voyageons davantage dans l'époque mondialisée, nous nous exposons fréquemment à des pathogènes qui sont à faible virulence. Et ces pathogènes la mondialisation nous permet de vacciner. C'est une forme de vaccination. À toute fin pratique, c'est exactement ça qui se passe en s'exposant à des pathogènes de faible virulence qui ont ce qu'on appelle des cross-links. Je ne sais pas comment le terme biologique en français. Le fait qu'il y a des liens entre les pathogènes à faible virulence et les pathogènes à haute virulence, le fait que nous voyageons davantage dans une économie mondialisée réduit la capacité de transmission des maladies. Donc, à toute fin pratique, nous devenons beaucoup plus immunisés au choc des maladies lorsqu'une nouvelle maladie qui a des cousins, qui a des similarités avec des pathogènes que nous connaissons déjà, la propagation est donc réduite. Donc, à toute fin pratique, il y a un effet qui semble suggérer que la mondialisation pourrait augmenter l'occurrence de pandémies, mais il y a une série de mécanismes qui viennent avec la mondialisation qui réduisent la capacité d'occurrence. Et ces effets, lorsqu'on les cumule, sont beaucoup plus importants, ceux qui réduisent les risques de pandémie. Et il suffit de regarder la fréquence à laquelle des pandémies ou des quasi-pandémies se produisaient entre 1805, avant 1850, donc disons entre 1700 et 1850. La fréquence de pandémies était excessivement élevée. Il y avait plusieurs épidémies à l'intérieur des pays. Et depuis, non seulement le nombre absolu d'épidémies a diminué, il faut tenir en compte que non seulement cela, mais la population mondiale a explosé, ce qui devrait faciliter la transmission. Le nombre absolu a baissé, mais non seulement le nombre absolu a baissé, mais le nombre de décès associés à ces événements sont plus petits en dépit du fait que la population mondiale a augmenté. C'est phénoménal comment peu de gens ont réalisé l'incroyable résilience que l'humanité a développée face à ces chocs à travers le temps. Et il ne faut pas sous-estimer à quel point notre enrichissement, qui a été permis par la liberté économique, mais aussi par un élément de la liberté économique, le libre-échange, à quel point il y a cette connexion entre nos libertés, notre enrichissement
et notre plus grande résilience face à des chocs de santé comme des pandémies, des épidémies. La pandémie de 1918, par exemple, sur laquelle vous avez travaillé, combien y avait-il de morts au niveau mondial? Par comparaison avec aujourd'hui, à l'époque, la population mondiale était de quoi? 1,5 milliard, je dirais? J'oublie le chiffre exact de la population mondiale de l'époque, mais en termes de nombre de décès, on parle de 50 millions de personnes et on parle d'un demi-milliard d'individus qui ont été infectés. D'accord. C'est considérable. Et ça, c'est à une époque où est-ce que je dirais que le chiffre de population mondiale, c'est 2 milliards. Je ne suis pas 100% sûr de la population mondiale à cette époque, mais c'est minime ce qu'on voit aujourd'hui avec la COVID. Ça en dit énormément sur la résilience que nous avons développée. Et on peut regarder uniquement, par exemple, juste les pandémies du 20e siècle. Il n'y a pas que la pandémie de 1918, il y a 1957, 1968 et 2008-2009. À chacune de ces pandémies, ce qu'on observe, c'est non seulement que le nombre de décès absolus diminue, et donc le nombre relatif de décès aussi doit diminuer en vertu du fait que la population mondiale augmente, mais les dommages économiques à chacune de ces pandémies est de plus en plus petite. Sauf pour la COVID, j'imagine. Et même la COVID, en fait, si on regarde présentement les chiffres sur les contractions économiques, et là, c'est difficile de savoir quelle portion vient des efforts de quarantaine et de confinement que les gouvernements ont imposés, ou les effets des individus qui ont décidé librement de se confiner pour éviter les risques. À toute fin pratique, pour des économies, par exemple, comme le Canada a perdu uniquement l'équivalent d'une année de croissance économique. Donc, on parle d'un coût économique de peut-être 3-4 % du PIB, ce qui n'est pas minime, mais qui est nettement plus petit que celui de la pandémie de 1918, où est-ce qu'on parle de presque 8 %. Celle de 1968, les estimés qu'on a sont aux alentours de 6-7 %, alors que ceux pour la pandémie actuelle, il faudra faire la moyenne pour lorsque tous les chiffres seront sortis, mais malgré l'ampleur que celle-ci a relativement aux précédentes pandémies, l'effet a l'air d'avoir quand même diminué, ce qui est absolument fascinant de la perspective d'un historien économique, et surtout un historien économique qui a une sorte de biais vers le libéralisme. On réalise que c'est incroyable qu'il y a cette résilience qui se développe à travers le temps. On a souvent, pendant les lockdowns, pendant les confinements, etc., on a souvent entendu parler de ce compromis, de ce trade-off, compromis, de cette espèce de calcul qu'il aurait fallu faire entre santé d'un côté et économie de l'autre. Est-ce que c'est la bonne manière, finalement, selon vous, de poser les choses? Non, absolument pas, parce que il faut comprendre que lorsqu'on donne à l'État des moyens de combattre une pandémie, on lui donne des moyens extrêmes, des moyens qui sont coercitifs de manière extrême et on ouvre la porte à toute fin pratique à des mesures qui, dans le long terme, pourraient violer les droits de propriété. Et en violant les droits de propriété, on réduit la liberté économique et on réduit la croissance économique. Et la croissance économique génère des effets palliatifs, donc des améliorations de santé dans le long terme. Donc, c'est pas non seulement qu'on sacrifie santé versus économie, c'est qu'on sacrifie santé maintenant contre santé plus tard. Et on est en train un peu d'oublier qu'il existe des trade-offs, des dilemmes qui ne sont pas uniquement dans l'immédiat, mais qui sont aussi des dilemmes dynamiques, dans le sens qu'il faut choisir à travers le temps. Et je vous propose, probablement en tant qu'un économiste qui a énormément influencé par Friedrich Hayek, c'est que l'État n'est pas capable de considérer la complexité d'un tel dilemme, d'un tel trade-off, parce que les gens essayent eux-mêmes présentement de comprendre le dilemme auquel ils font face. Si c'est difficile pour des individus qui ont toutes les incitations de comprendre le dilemme auquel ils font face, c'est
quasiment impossible pour En des gouvernements, bureaucratie. quasiment impossible, absolument impossible pour des gouvernements d'agréger une telle information, une telle incertitude et choisir la solution optimale. Et ça, c'est en présumant que les gouvernements sont bien intentionnés, qu'il n'y a pas de recherche de rente, qu'il n'y a pas de recherche de l'intérêt politique des politiciens qui sont en jeu. C'est absolument naïf présentement de donner une sorte de carte blanche, de chèque en blanc pour l'État d'agir, étant donné la complexité des dilemmes qui se présentent aux individus. Là, vous voulez soulever, pardonnez-moi, le premier grand problème économique qu'on traite quand on est un économiste, le problème de l'information, de la connaissance. Moi, il y a un autre problème qui me chagrine un peu, c'est le problème des incitations. Et là, j'aimerais qu'on se dirige, si vous êtes d'accord, vers l'école du public choice. Parce que cette crise, elle légitime l'enflure du pouvoir. On en parlait tout à l'heure avec Maître Feldman. Et il y a un bouquin que j'aime beaucoup, moi, c'est le bouquin de Robert Higgs sur la Crisis in Leviathan, la crise et le Léviathan. Et il explique dans ce bouquin comment, à chaque crise, le pouvoir étatique enfle pour résoudre la crise, bien évidemment. Et la crise passée, il ne revient pas à sa position initiale, à sa taille initiale, en tout cas, pour des raisons d'intérêt bureaucratique, parce que vous avez des bureaucraties qui sont mises en place, vous avez des intérêts qui sont mis en place, et donc ça a créé de nouvelles incitations. Et alors moi, ce qui me fait très peur dans cette crise, c'est tous ces mécanismes de sauvetage. Alors je comprends parfaitement qu'on essaye d'éviter que des économies s'effondrent, mais on a mis en place une nouvelle couche de redistribution par des systèmes de fonds de sauvetage Covid, etc., qui vont donner lieu à un lobbying assez intense, d'autant plus que un tiers de ces fonds va aux énergies dites renouvelables, etc., enfin, vertes, ce qu'on veut, dont on peut débattre, mais bon, c'est pas le lieu. Au Canada, comment ça se passe d'ailleurs par rapport en Europe est-ce que ça vous fait peur, vous? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait cette espèce de mécanique d'enflure du pouvoir et de lobbying qui va justifier il y a une espèce de clientélisme qui se crée entre la bureaucratie et ses clients, et qui après est très très difficile à dénouer? Je vous dirais que tout d'abord, il y a des bonnes raisons de croire que les pandémies mènent à des États qui sont plus larges et qui sont de manière persistante plus larges. Donc, ce n'est pas seulement qu'ils augmentent temporairement, c'est qu'ils augmentent de manière permanente. Je donnerais trois preuves à cet égard. La première, c'est que pour la pandémie de 1918, les économies qui ont été les plus affectées en termes de mortalité pendant la pandémie, ceux qui ont eu le plus de décès relativement à leur population, sont celles qui ont subi, suite à la pandémie, en ajustant, parce qu'il y a le problème de l'effet presque quasi simultané entre la pandémie et la Première Guerre mondiale, en démélangeant l'interaction entre la Première Guerre mondiale et la pandémie, on réalise que la pandémie elle-même a eu un effet d'augmenter la taille de l'État conformément à l'hypothèse de Higgs qui s'appelle le ratchet effect. J'oublie la clé à molette. L'effet cliquet. L'effet cliquet, merci, c'est ça que je cherchais. Pour moi, j'avais clé à molette en tête, mais c'était clairement pas le bon terme. Donc, il y a cette première preuve-là que je présenterai. La seconde, c'est qu'il y a une longue littérature en épidémiologie par des gens qui ont une certaine compréhension justement de l'école des choix publics, qui soulignent que les endroits qui ont davantage une prépondérance plus élevée d'infection, d'incidence d'épidémie et de pandémie, donc celles que les maladies infectieuses peuvent se propager plus rapidement, ont tendance à avoir des régimes autoritaires beaucoup plus féroces que des économies qui sont beaucoup moins à risque des maladies, de ce genre de maladies. La troisième preuve que je vous proposerai, c'est celle qui provient des États-Unis présentement par deux de mes collègues, Josh Hall et Brian McCannon, qui soulignent que les États qui ont imposé des ordres de confinement le plus rapidement aux États-Unis sont ceux
qui étaient les moins libres économiquement. Donc, ce qu'on voit, c'est un peu l'effet dans cette dernière des 3 preuves, que lorsqu'on donne à l'État des pouvoirs plus importants qui empiètent sur les libertés économiques, lors d'une prochaine crise, il devient plus facile à l'État de grossir et d'agir férocement. Donc, il y a effectivement un effet de cliquet qui est très important. Et c'est probablement ça qui devrait nous inquiéter davantage comme libéraux que le trade-off, le dilemme entre économie et santé ou santé et santé plus tard. C'est vraiment cet effet que, via les pouvoirs qu'on confère à l'État, nous réduisons notre capacité future à s'enrichir et donc, par définition, à réduire des formes de mortalité qui sont très sensibles aux augmentations de revenus, donc celles qui répondent le plus férocement aux augmentations de revenus. J'ajouterais que sur ce plan, peut-être la clé d'espoir, et c'est là que le Canada peut être intéressant, c'est que les régimes fédéraux, ceux dans lesquels il existe une compétition entre les différents paliers de gouvernement. J'allais y venir, la démocratie. Exactement, qui crée une sorte de garde-fou qui, pour l'instant, les premiers signes semblent suggérer que ça protège justement, que ça limite l'habilité des gouvernements de croître de manière permanente. Donc, par exemple, il y a quelques articles scientifiques sur l'effet de cliquet qui semblent dire que lorsqu'on tient compte de si oui ou non une polité est fédérative, dans cet école-là, on ne trouve pas d'effet de cliquet, justement parce que dans ces systèmes, les différents politiciens se contiennent entre eux via le fait qu'ils cherchent à chacun accroître leur pouvoir et ça finit à toute fin pratique entre eux à être un jeu à somme nulle, de telle sorte que l'État ne croît pas de manière permanente suite à de tels chocs. Pour l'instant, c'est impossible de savoir si suite à la pandémie actuelle, ça va être le cas. Mais à l'intérieur du Canada, je voudrais qu'il y a des signes avant-coureurs que, par exemple, quand on compare avec la France, qui a un régime beaucoup plus centralisé, ou la Grande-Bretagne, où c'est presque absolument centralisé, la résilience au Canada est, surtout étant donné notre proximité avec les États-Unis, beaucoup plus élevée. Oui, ça c'est intéressant, hein, cet aspect, je voulais vous faire souligner, qui est le futur de la démocratie, mais effectivement, le fait qu'il y ait de la concurrence institutionnelle qui est permise par le fédéralisme génère des garde-fous hein, pour éviter cette inflation, j'ai dit tout à l'heure enflure du pouvoir, mais bon, inflation du pouvoir, que je trouve tout à fait intéressante. On a un mécanisme qu'on a souligné plus ou moins directement tout à l'heure dans la conférence d'Alain Laurent et dans celle de Jean-Philippe Fellman. Je vais vérifier qu'il n'y ait pas de... alors, je n'ai pas de message sur Facebook, mais bon, en tout cas, merci beaucoup Vincent, c'était tout à fait passionnant, je me suis régalé, j'espère qu'il en a été de même pour les auditeurs, pour nos amis. Donc, on est content de savoir qu'on est des invités sur 3 continents au moins de cette planète. Et, donc, la mondialisation, c'est grâce à Zoom, un tout petit peu, hein, à la liberté économique, on va dire, etc. Ça nous permet aussi d'échanger, ça permet aussi la liberté intellectuelle. Et Vincent, moi, j'ai été tout à fait ravi de discuter avec vous. Merci pour toutes les informations, toute la connaissance que vous avez partagée avec nous. Et c'est un plaisir. On vous souhaite une bonne journée, parce qu'il est un peu tôt chez vous encore déjà. Oui, absolument. Il est uniquement, et on vient juste de passer le cap des 10 heures le matin. Ok, ben bonne journée et à très bientôt, j'espère. Au revoir, Vincent. Merci beaucoup. Au revoir. Je vais passer Alors, Vincent, j'ai oublié de dire que vous avez un site qui s'appelle vincentgeloso.com sur lequel on peut aller. Vous avez tout un tas de papiers tout à fait intéressants, alors de niveaux, d'accès, on va dire, différents. Des papiers purement scientifiques, des papiers de vulgarisation scientifique qui sont tout à fait éclairants sur les pandémies, sur l'histoire économique des pandémies, que je recommande vivement. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup.